moi, j'avoue que j'ai de la chance déjà aujourd'hui. J'ai une double chance. La première, c'est que déjà, je suis très bien accompagné. Donc, merci, Clémentine. Merci, Emmanuel, de m'avoir invité. Merci, Ringover. Hein, je suis très contente aussi. Clémentine, comme vous le savez, ou vous ne le savez pas et vous l'avez peut-être découvert, c'est une personne assez extraordinaire qui travaille chez LinkedIn. Et LinkedIn, c'est certainement l'un des plus grands outils qu'on va utiliser justement dans cette communauté sales. Donc, quoi de mieux que d'avoir la personne experte, effectivement, pour en parler. Double chance parce qu'on est assez nombreux aujourd'hui et ça, c'est top puisque le but, encore une fois, c'est d'aller discuter sur certains thèmes en fait, qu'on va vous proposer. On a beaucoup discuté ensemble de OK, c'est quoi le meilleur thème, sur quoi les directeurs commerciaux en fait achoppent le plus à l'heure actuelle. Et c'est venu assez vite sur un mot qui est clé, qui est la personnalisation. La personnalisation, c'est qui intéresse la personne déjà, qui va s'adresser à elle. Donc, on ne va pas revenir à l'époque où on va vous dire « Ok, les gars, il faut faire du porte-à-porte ». Non, non, on n'est quand même pas là. On va quand même essayer de travailler effectivement sur les effets de levier et d'avoir comment effectivement on est capable d'amener ce collectif. Ça reste quand même un élément clé et vital à l'heure actuelle dans nos interactions. L'unicité en fait commence à prendre le pas et donc il va falloir que nos messages à tous, je pense à toutes les entreprises, parlent au plus grand nombre. Il y a une petite astuce, si on veut le faire aussi, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, ça s'appelle l'effet Barnum. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce qu'est l'effet Barnum? Je sais ce que c'est un Barnum. Ouais, et non, ce n'est pas un effet barbecue. L'effet Barnum, c'est pourquoi quand vous lisez un horoscope, vous avez toujours l'impression qu'il s'adresse à vous. C'est ça, l'effet Barnum. C'est la capacité finalement à rédiger un texte et par un biais d'affinité, d'arriver à ce que les gens se disent « Ah oui, c'est exactement, je suis bélier, c'est super. » C'est mon cas en tout cas. Dès qu'on dit qu'il faut foncer dans un mur, ça me parle. Alors effectivement, ma compagne vous dirait qu'ils n'ont pas tort. N'empêche qu'on peut avoir cette possibilité d'aller effectivement faire un peu du verbeux et d'utiliser cet effet. Mais ce n'est pas ça auquel on va s'intéresser aujourd'hui. La personnalisation, en fait, c'est d'aller utiliser trois choses. La donnée, le produit, finalement, et les différents outils qui vont nous permettre de faire ça, d'où effectivement l'intervention qu'on voulait faire ensemble, et la formation. Et en plus, ça devient complètement critique de faire ça, effectivement, parce que ce n'est pas qu'un effet à l'heure actuelle d'avoir la personnalisation. Avant, on était très collectif. D'ailleurs, c'est intéressant si vous allez regarder les différents kakémonos qui se baladent. Avant, grosso modo, on utilisait ce qu'on appelle le biais d'affinité. On y collait un tas de logos, et on disait, ah bon, bah si ces gens-là sont venus, c'est que forcément, ça me parle et donc je vais m'inscrire dans une communauté. On a changé de bord, on parle maintenant d'unicité, donc on va revenir à quelque chose de fondamental qui est l'attention, la résolution du problème. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'est pas sur un effet de mode, c'est que le one-to-many maintenant, qui s'adresse juste en disant, et Dieu sait que j'en reçois comme vous, je pense tous les jours, en disant, bonjour, je suis un tel, je fais un truc. Ouais, non, mais ça me parle pas. Donc, on a changé ça. En plus, c'est une attente des consommateurs. On parle beaucoup de la nouvelle génération en disant oui, ils sont autocentrés. N'empêche que finalement, l'être humain aussi aime un peu être autocentré et se sentir un peu différent. Typiquement, moi, j'ai un rêve, c'est un jour de travailler à la Défense. Ce rêve, je l'ai parce que je suis quelqu'un d'ultra pragmatique. En me disant, la Défense, c'est facile pour y aller. J'ai plein de bars à disposition, j'ai tous les magasins, j'ai des films, j'ai la Fnac. Et pourtant, beaucoup de gens détestent. C'est pareil, parce qu'on a quand même l'impression d'avoir envie de cette unicité. Donc ça touche toutes les générations. C'est pas parce qu'on a effectivement... et on a des renforcements, vous le savez, on a des renforcements avec tous les livres de développement durable qui traînent. Il y a un... on va parler un peu de l'actualité. On a même un film qui est sorti au cinéma là. Alors certes, Inoxtag, je suis pas sûr que vous soyez très grand fan. N'empêche que la majorité des jeunes en fait le suivent. Moi, je l'ai vu déjà parce que j'ai grimpé le Mont Blanc et que j'en ai, excusez-moi du terme, mais chié comme un rat mort cet été. Donc je voulais savoir ce qui se passait. Mais ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde cet effet de dépassement. Donc l'unicité du message. Et puis de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas pouvoir y couper. C'est un impératif stratégique. Il va falloir y aller. Donc on va s'intéresser aujourd'hui à comment y aller. On va s'intéresser aujourd'hui, et comme je l'ai dit, ça passe par trois choses. La donnée, les outils, la formation. Alors pour les données, c'est simple, c'est critique. Mais du coup, la meilleure des données, on l'a dit, c'est LinkedIn. Donc on va aller regarder effectivement comment on peut avancer ça. Alors oui, effectivement, les données, c'est des chiffres, mais ces chiffres, c'est des clés pour la personnalisation. Donc il y a
un volume massif de données. Donc oui, effectivement, moi je travaille chez LinkedIn, il y a 1 milliard de personnes qui sont membres de chez LinkedIn. Je pense que vous êtes tous membres de LinkedIn et je vous remercie. Cela dit, toutes ces données, c'est des données clients. Il y a aussi des données qui sont propres à l'entreprise. Il y a des données que des outils vont vous fournir et ça fait un énorme volume. Il y a aujourd'hui, un objectif quand on est directeur commercial comme vous, c'est que vos commerciaux aient les bonnes conversations avec les bonnes personnes, avec les personnes qui comptent. Et quelles que soient ces données, en fait, il faut pouvoir aujourd'hui les transformer en insights, en actions stratégiques qui vont leur permettre de réaliser leurs objectifs. Je pense que vous connaissez Matt Dixon, c'est celui qui a écrit Challenger Sales. Il a écrit un deuxième bouquin qui s'appelle The Jolt Effect. Il explique dedans qu'il y a 40 à 60% des discussions commerciales qui aboutissent à pas de deal. En fait, c'est juste 40 à 60%, c'est quand même c'est considérable et c'est du temps perdu. Donc en fait il faut que cette donnée elle soit vraiment actionnable et arriver à l'utiliser pour créer un impératif. Aujourd'hui on parle de compelling chez les Américains et dans les méthodologies que j'imagine vous utilisez et l'idée c'est vraiment d'aller chercher une décision, qu'elle soit positive on l'aime ou négative, mais en tout cas une décision, pas de no decision. Et on va parler aussi, dans la donnée, on a besoin d'outils clés. Donc, on va parler évidemment d'IA. L'IA, elle est là pour rester. Aujourd'hui, dans les reports qu'on a chez LinkedIn, on a fait un report Study of Work. Il y a 4 personnes sur 5 qui utilisent l'IA au travail, sauf qu'elles utilisent leur propre outil. Donc chacun vient avec son petit chat GPT. Nous, avec Emmanuel, on s'est amusé. Il m'a montré un nouvel outil. Je trouve ça génial, etc. C'est super bien, mais en fait, il faut que les entreprises aient aussi des stratégies d'IA pour l'activation de ces données. Et toutes les IA ne sont pas égales. Si on n'a pas une stratégie d'IA qui est aussi très affirmée, il y aura des gagnants et des perdants. Les gagnants, c'est ceux qui sauront utiliser l'IA pour effectivement l'automatisation, la personnalisation à grande échelle. Et les perdants, c'est ceux qui utiliseront des données de façon non conforme, des données obsolètes, et qui feront ce qu'on appelle du canon à email aussi, et qui va dégrader plutôt leur marque plutôt que de la servir. Donc voilà, je fais un petit clic. C'est une transition, évidemment toute faite pour parler des challenges de la personnalisation. Il y a 4 principaux challenges. Le premier, c'est les silos de données. Donc, on a, j'imagine que le service marketing dans votre société n'a pas forcément les mêmes données que les vôtres en tant que commercial. Donc, il y a une utilité de faire collaborer les différentes fonctions. Il y a une utilité d'intégrer les différents outils aussi. Donc ça, c'est un gros sujet qu'on a pour rendre les informations accessibles, leur donner les mêmes objectifs. C'est pas mal quand on a un CRO dans une société parce que souvent, il a aussi ce rôle-là de faire converger ces deux fonctions qui ont le même objectif, en fait, de nourrir un funnel de vente et de le faire aboutir. Exploitation intelligente, l'idée c'est de tirer des insights actionnables en fait de données brutes. Ces insights, c'est pas que des chiffres, c'est pas que des chiffres d'affaires, des données d'intention, des buyer intent, ça peut être aussi des personnes. On considère, c'est une étude Gartner qui a aujourd'hui plus de 11 décisionnaires dans un comité de décision. Mais en fait, arriver à savoir à combien de personnes vous êtes connectés et combien à peu près il en manque pour pouvoir se dire qu'on a une chance d'avoir une décision dans notre sens, ça peut être un bon indicateur. J'essaie de vous prendre un petit peu des exemples. La réglementation, défi, là aujourd'hui, il est scrupuleusement conseillé, recommandé d'appliquer toutes les réglementations, notamment RGPD. Et là, je perds des 2 perdants et de gagnants, ça va être beaucoup plus difficile, mais aujourd'hui, on peut, avec les bons outils et une donnée conforme, cibler de façon individuellement et à grande échelle des personnes. Donc ça, c'est pas un souci, mais c'est juste le respect de la loi. Et le 4e point, le 4e défi, il découle un peu des 3 premiers.
Parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de complexité et que vous avez des équipes à former. Il y a des équipes auxquelles il faut donner les compétences d'analyse, de prise en main de ces outils, de ces datas derrière. Et il y a aussi, c'est un défi en soi aussi parce que les commerciaux, on le sait, passent de moins en moins de temps à vendre. Et ça, enfin, ça a toujours été le cas. Hein. Alors certes, ils font plein de choses comme de la recherche pour préparer leur rendez-vous, etc. Mais il faut aussi arriver à caler les bonnes formations pour le bien de la bonne utilisation de ces données. C'est à ça, effectivement, on va servir les outils. Je reviens rapidement sur les avantages, mais il y a un petit souci sur le slide, pardon. Vous le savez, donc je vais le changer, mais parce que tout ça en plus s'imbrique. Être personnalisé, c'est savoir finalement où est-ce que vous allez, donc être capable d'optimiser vos ressources. Quand vous optimisez vos ressources, vous allez du coup pouvoir les dédier sur des expériences cibles. On a typiquement, je prends le cas de Ringover, le chiffre que j'indique, c'est que j'ai à peu près 40% de mon pipe qui est sélectionné, 60% de mon pipe qui ne l'est pas. Donc j'ai 40% de mon pipe qui est persona secteur, j'ai 60% de mon pipe qui est juste persona. Mais ça, c'est propre effectivement à Ringover, puisque c'est la capacité finalement d'aller accompagner des commerciaux et du support, et même des entreprises complètes sur la notion de performance, de monitoring et de coaching. Maintenant, vous, il faut que vous déterminiez où c'est pour arriver à créer la meilleure expérience client, le meilleur taux de conversion. Et du coup, d'avoir ça avec la meilleure expérience, ça va très loin. On a monté typiquement, nous, des formations récemment, même quand la personne elle a signé, dédiées en fait sur ces aspects-là. Et c'est là-dessus, sur ces différents sujets, donc nous on va y couper parce qu'on aimerait aussi vous entendre au travers des différentes tables et des ateliers. C'est le but de ce track, d'aller vous personnaliser. Juste pour mettre en route les ateliers, rappelez 3 points essentiels. Effectivement, pourquoi c'est une stratégie cruciale? Il n'y a pas de débat, c'est beaucoup plus qu'une tendance, c'est un principe de fond. À partir du moment où on est quand même de plus en plus nombreux, on renforce finalement ce sentiment d'unicité. La communauté et l'unicité finalement ne s'opposent plus, mais on a besoin de se sentir unique au sein d'une communauté. L'automatisation et tous les données, on en a parfaitement parlé, il y a besoin d'aller beaucoup plus loin. Et en plus, ça doit s'intégrer partout. Ça doit s'intégrer sur l'ensemble des cycles de vente. Et c'est du coup pour ça qu'on a demandé à réfléchir à ces différents ateliers. Donc on va être très clair, le but c'est de la mettre en action. On a cette chance innée là, c'est que finalement vous êtes assis à des tables avec vos pairs. L'avantage d'un directeur commercial, normalement, c'est qu'il est effectivement plutôt dans l'action, l'efficacité. Donc, c'est pour ça qu'on a amené des sujets aujourd'hui de réflexion pour être directement en pratique. Ça va être assez simple. À chacune des tables, en fait, vous avez, comme je l'expliquais, un animateur de Ringover qui possède un sujet. Donc, il va venir vous en parler. Le but, c'est d'arriver allez, on va se donner 25 minutes, d'arriver à faire un tour de sujet, d'en dresser et d'avoir ensuite une restitution qui ne sera pas faite par la personne de Ringover, par la table ici, en disant, OK, sur cet atelier, sur ce sujet, sur cette personnalisation, voilà les conseils qu'on en a sortis, voilà les éléments clés à donner au pair, c'est-à-dire à la salle. Voilà la façon dont on a construit effectivement ça et souhaité par les ateliers. Donc je remercie effectivement France Digital parce que c'est comme ça, on pense qu'on a la meilleure efficacité à discuter entre nous de OK, comment maintenant on met ça en action. Les sujets, ils sont ici, mais vous ne les verrez pas beaucoup puisque finalement vous êtes à une table, donc vous êtes attribué directement à un sujet. J'ai des tables où j'ai pas effectivement quelqu'un de Ringover, j'en ai une ici. Et j'en ai une. Non, toi c'est bon. Derrière, c'est bon, je vois. Là, j'ai Johanna. Fabienne, c'est bon. Et là-bas, j'en ai 2. Donc, c'est juste Hugo à la première table. Gaspard. Encore une fois, on va s'arrêter là. Nous, on reparlera juste un petit mot à la fin. Le sujet, encore une fois, pourquoi France Digital Day, c'est très clair. France Digital, c'est on se réunit ensemble, on discute de certains sujets, on les fait émerger. C'est quoi les problématiques? Comment on les affronte? Comment on le restitue à la paire pour qu'on soit capable de sortir de cette session finalement encore plus intelligent que quand on est rentré. Et ça, c'est l'objectif aussi qu'on a nous chez Ringover. Donc ça tombait très bien. On adorait ce format. 25 minutes. C'est parti, vous avez la personne avec vous. Au plaisir. Alors la collecte de données, en fait, je vais prendre mon cas à moi. Donc moi je suis une société assez jeune dans la génération, dans la générative AI.
Et donc moi, il faut que j'aille chercher, il faut que je fasse du BDR, il faut que j'aille chercher des clients. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas beaucoup d'inbound. Donc ceux qui ont la chance d'avoir de l'inbound, voilà, il faut qu'ils aient une politique après d'aller éventuellement avoir des personnels qui puissent aller recontacter les personnes et puis une politique RGPD qui va bien. Parce qu'il y a une problématique de collecte de données. Mais bon, moi, je suis obligé d'aller chercher les clients. Donc, j'ai testé à peu près, je sais pas, 15 solutions qui existent sur le marché de sales automation. J'ai cherché comment avoir le contact des gens, comment faire la meilleure prospection sur LinkedIn, avoir la stack qui est la moins chère. Parce que, en fait, si on met 15 000 outils, ça te coûte tout de suite 500 balles par mois et ça m'embête, voilà. Donc, j'ai pas envie de faire ça. Si je prends un sales et que j'ai outils à 500 € par mois en plus, c'est quand même pas mal. Donc, on a trouvé une petite martingale qui ne permet de pas avoir Sales Navigator, parce que Sales Navigator, je trouve que c'est quand même un peu cher pour ce que ça apporte. Et en même temps... Clémentine, il va falloir en parler là. Pourquoi? Alors, utilisez Himalaya. Je sais pas quoi dire autrement. Non, mais, il te reste 30 secondes. Tu as envie qu'ils retiennent quoi dans la salle? En gros, il y a moyen d'avoir une sales stack qui est optimisée. Après, il faut faire des choix parce que effectivement, la donnée au fur et à mesure du temps périclite parce que les gens changent, on change de boulot, on change d'environnement de travail. D'où Salesnav, qui est quand même pratique. Ce qu'il faut faire, c'est le Salesnav ne va pas te mettre à jour automatiquement ton CRM. Hein. Donc, si. Ok, mais vas-y, voilà. 30 secondes. Vas-y, donne-nous les 10 éléments clés que tu veux qu'on retienne. Les 10 éléments clés? Ouais, parce que tu n'as plus beaucoup de temps là. J'ai un problème j'ai pas mon AI pour ça. Non, mais c'est comme tous les sales, on parle, c'est normal. Donc moi, j'utilise personnellement des outils qui me permettent d'aller chercher mes sociétés avec mes personas clés, de faire du scrapping sur LinkedIn, d'avoir les data, les emails et de faire une campagne email et LinkedIn en parallèle. L'outil que j'utilise aujourd'hui, c'est Snow.io. C'est le meilleur que j'ai trouvé sur le marché à ce moment-là, aujourd'hui. Okay. Quand je vais chercher des numéros de téléphone juste sur Casper, je mets tout ça sur un hotspot, c'est gratuit. Et ça me permet d'être efficace. Ok, on est bon. Pas facile d'être le premier, on peut l'applaudir. Merci. Alors du coup, on avait un sujet qui était un petit peu, pour commencer en deux parties, c'était on a une donnée qui est existante et une donnée en temps réel. Donc la donnée existante, c'est déjà, avant d'aborder le client qu'on a en face de nous, connaître ce qu'on a déjà à disposition et donc ce qu'on a déjà collecté et s'assurer qu'on a une bonne restitution de l'information. Donc il y a eu plusieurs outils qui ont été mentionnés. Nous, on va aussi parler d'éléments clés. Deux éléments qu'on va venir ajouter, c'est aussi potentiellement les mouvements dans les entreprises, donc les nouvelles arrivées. Exemple très concret. Pour ma part, on cible des CFO. On va observer les mouvements, les arrivées de nouveaux CFO dans les structures. Pourquoi? Parce que 60% de leur budget sera dépensé dans les 3 premiers mois de leur mandat. Donc ça, c'est des choses qu'on va utiliser. Ils ont 100 jours pour faire leurs preuves, donc du coup, c'est là où il faut aller taper. C'est là où il faut aller taper, effectivement. Donc déjà, il y a toute la donnée existante. On a parlé après de données en temps réel qui va pouvoir être collectée lors d'échanges de nos forces commerciales avec force commerciale ou Customer Success, etc., avec le prospect. Il y a différents outils qui peuvent être utilisés, Salesloft, Mojo, Gong ou autres, pour aller le chercher. Maintenant, l'objectif, c'est d'apporter une personnalisation extrême auprès du client et donc de connaître son besoin, entre guillemets, avant même qu'il le sache. Pour ça, on va essayer d'analyser aussi le client et son environnement. Donc, on va regarder sa santé financière, on va regarder les entreprises qui peuvent être aussi similaires et les outils clés qui vont communiquer avec votre solution, qui peuvent déjà exister. Donc du SimilarWeb et un réseau de partenaires. On peut utiliser du SimilarWeb, du Ocean.io qui va comparer, qui va donner des entreprises qui vont être similaires à la structure à laquelle on s'adresse, etc. Donc pour comprendre ces enjeux-là. Et après, l'objectif, ça va être la restitution. Donc ça, c'est ce qu'on a vu sur anticiper. L'objectif, ça va être de transmettre auprès des équipes commerciales l'ensemble de ces informations-là pour qu'elles puissent l'utiliser. Donc forcément, il y a tout ce qui est le training. Ça va permettre de raffiner également aussi l'ICP sur lequel on travaille. Et puis, in fine, après, sur l'ultra-personnalisation, sur la réutilisation des données, on a exploré d'autres idées. Et une suggestion, en tout cas, que moi, je suis en train d'expérimenter, qui est la Deal Room. Okay.
Donc la capacité à créer un univers ultra personnalisé auprès du client, notamment dans le cadre de deals complexes où il y a du multitrading, il y a du légal, il y a de la compliance, être capable de créer donc, ce qu'on appelle une deal room, qui est un espace privé et dédié, Oui, il y a des outils virtuel auprès du client, dans lequel il va être capable de retrouver toute l'antériorité de la relation jusqu'au rétro-planning, jusqu'aux étapes de lancement et d'implémentation de la solution. Pas mal, ça a amené beaucoup de sujets. Merci beaucoup. En 2 minutes, c'était très très clair. Merci Valentin. Donc nous, on avait le sujet automatisation de la personnalisation gagnant en efficacité. Donc on a traité en fait ce sujet sur plusieurs briques, plusieurs aspects, parce qu'il y a pas mal de points qu'il faut automatiser lorsqu'on est commercial. Et je dirais que le premier, c'est la prospection. Lorsqu'on effectue de la prospection de masse, il faut pouvoir, je dirais, un minimum personnaliser ces mails pour éviter qu'ils tombent dans les spams. Et le premier des points qu'on a abordé, c'est la sectorisation en fait de nos prospects. C'est-à-dire, je ne sais pas, si vous targetez des clients dans l'industrie ou dans la mode ou dans l'énergie, vous n'allez pas les adresser de la même manière. Et donc pour ça, vous allez personnaliser vos mails à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on fait pour personnaliser et automatiser tout ça ? En 1 minute, du coup. En 1 minute, il y a plusieurs choses. Vous pouvez déjà améliorer l'alignement de vos équipes. Si vous avez des BDR, des pre-sales, des sales. Quoi d'autre Toi, tu es pour la séparation. Il y a beaucoup de débats sur la spécialisation ou la généralisation. Votre table était sur la spécialisation. Elle était beaucoup sur la spécialisation parce qu'on a des gens qui font partie de gros groupes. Moi, je suis dans une start-up, donc en soi... full stack, forcément. On n'a pas trop le choix, donc tu fais, sinon tu meurs. Et notamment, pour automatiser en gros tous ces process, il y a aussi pas mal d'outils qui vous permettent de le faire. On a notamment évoqué Human Linker, on a évoqué HubSpot, on a évoqué aussi tout ce que peut apporter des outils tels que Aircall, mais peut-être Ringover, mais je ne connais pas du tout, avec le call transcript. Désolé de citer Aircall alors que vous êtes là. Et donc voilà, je ne sais pas si j'ai oublié un... C'est à toi de voir. Effectivement, tu es au bout des 2 minutes. Voilà, j'ai terminé les 2 minutes. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Alors, à notre table, on a parlé de la mesure de la performance des ventes basée sur les données. Donc, Thierry, je suis directeur commercial de Mojo. On a parlé de 3 étapes majeures. La première, c'est le moment où on récupère la data, c'est-à-dire le moment où les sales exécutent la qualification. Et là, on a un enjeu de coaching et développement des compétences des commerciaux pour que la data soit factuelle et en ligne avec la méthode et l'exécution sales qu'on a dans notre boîte. On a parlé ensuite de capter cette data et de la mettre dans le CRM. Et pareil, factuel et sur le CRM. Alors je vous avoue que sur ces 2 premières étapes, on a beaucoup parlé de Ringover et Mojo et assez peu d'autres outils. Donc l'objectif, ce n'est pas que je vous pitch, mais beaucoup d'IA et de stockage automatique et de l'impact de l'IA générative qui permet vraiment d'aller chercher ces données factuelles et de les stocker dans le CRM. Et la 3e étape, c'est d'utiliser à l'échelle ces données. Et là, on s'est posé la question de l'interprétation des data, la temporalité, les taux de conversion, et donc de l'importance d'être data-driven, d'avoir les bons KPI, donc connaissance de ces taux de conversion à chaque étape de son funnel de vente, que ce soit sur la prospe ou sur les cycles de vente. De connaître les benchmarks du marché, on s'est posé la question de l'endroit où les récupérer. Là, on a parlé des analystes et également des autres boîtes tech pour les piloter, les améliorer au max sur cette base-là. On allait toucher la partie data vise et on a arrêté à ce moment-là, donc on n'est pas rentré sur l'utilisation plus loin à l'échelle. Mais très bonne discussion sur cette table. Ravi de l'avoir partagé avec vous. Merci, très clair en tout cas. Merci beaucoup Thierry. Nous, on a identifié un défi, sans doute parmi d'autres, sur le sujet de la segmentation. C'est qu'il y a des produits ou des services qui échappent en fait aux segmentations classiques, industrie, taille de boîte. Et donc on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait segmenter de façon plus fine, notamment en fonction des besoins directement qui peuvent être exprimés par les clients, qu'ils soient d'ailleurs B2B ou B2C, parce qu'on avait Weavings à notre table aussi. Et donc on a identifié 3 leviers potentiels. Le premier, c'est de qualifier mieux d'abord sa base client avec des interviews pour récolter de la donnée qualitative et de réfléchir à des façons de
d'amener les prospects aussi à répondre à ces questions. Ça peut être, je pose des questions et puis je donne les réponses qui ont été données par mes autres clients. Ça fait du benchmark, ça peut intéresser les prospects. Et en répondant à ces questions, ça va permettre de mieux qualifier. Le deuxième levier qu'on a identifié, c'était en fait d'aller chercher des sources de données auxquelles on ne pense pas forcément. Nous, par exemple, on va regarder sur Welcome to the Jungle, on a parlé de Glassdoor aussi, pour, chez Worklib, identifier les enjeux de flexibilité autour du travail et flexibilité de l'immobilier, parce que c'est nos sujets. Voilà, donc c'est des sources de données peut-être auxquelles on pense moins, mais qui peuvent être utiles. Et troisième sujet, c'était le contenu. Comment est-ce qu'on crée du contenu hyper segmenté et en fonction des réactions des prospects, identifier en fait, voilà, de façon plus fine quels peuvent être les besoins et donc dépasser un peu la barrière encore une fois, de ces premiers critères de segmentation qui sont industrie, taille de boîte, dans lesquels on peut être parfois un peu bloqué et limité. Voilà. C'est clair. C'est très très clair. Merci Charles. Nous, on a parlé de la fidélisation. Effectivement, gagner un client, c'est bien. Le garder, c'est encore mieux. À vie, c'est merveilleux. Et on a vu 3 axes pour ça. Donc d'abord, la personnalisation post-achat. Deuxième axe, la fidélisation et bien sûr des KPI pour mesurer cette fidélisation et identifier des moments de glissement. Et dernier point, une stratégie de croissance de la valeur du client sur toute sa vie avec l'entreprise. Donc sur le premier point qui est la personnalisation post-achat, typiquement on va avoir, quand on est sur un SaaS comme le nôtre, un onboarding très personnalisé pour faire en sorte que le client voit immédiatement la valeur et soit pas dans les limbes en train de galérer pour essayer de comprendre ce qu'il vient d'acheter. Mais ça va être aussi des questionnaires de satisfaction pour réadapter éventuellement la solution, des cycles de cadeaux personnalisés éventuellement. Ça, c'est ce qu'on fait aussi chez Carbon Saver pour augmenter l'attachement à la marque et au produit qui a été proposé. Et puis, on va fixer avec le client des objectifs au démarrage. Donc, ça va dépendre aussi du produit qu'on a. Autour de la table, on avait de l'accompagnement médical, on avait du réseau entrepreneurial féminin. Donc, tout dépend du business qu'on a. Il faut quand même une adaptation. Ce que je peux vous ajouter aussi, c'est que sur toute la partie fidélisation KPI, on va travailler sur typiquement des NPS scores, des taux d'engagement. On va mesurer des moments de glissement quand on a par exemple un réseau qui est censé être vivant. Si on s'aperçoit qu'un membre ne vient plus, on peut avoir des alertes comme ça qui vont permettre de personnaliser un peu le rapport à ce client-là. Et sur la partie sur la croissance de la valeur vie du client, on va travailler évidemment sur le cross-sell, l'upsell et ainsi de suite. Ce qu'on peut avoir d'intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle du off-boarding. Si un client à un moment se désabonne ou quitte un groupe ou abandonne sa solution, c'est très important d'essayer de comprendre pourquoi il est parti. Ça peut être un moment où finalement on peut renouer une relation. C'est un moment d'échange aussi, c'est plutôt un moment de vérité. Il y a ce côté on n'a rien à perdre, disons-nous tout. Et c'est peut-être un moment où on va identifier des opportunités avec ce client-là et peut-être même en faire un ambassadeur à la fin. Voilà, merci. Ça marche. Merci beaucoup. Allez, dernier sujet. Alors, nous, sur les moyens, en fait, le but du jeu, c'était déjà de réfléchir, les défis, pardon, de réfléchir sur la data, sur les routing process, sur les reporting, sur le suivi. Donc là, on est vraiment sur des critères objectifs, c'est vraiment apporter des méthodes et aussi avoir des preuves concrètes pour faire prendre conscience, en fait, des points d'amélioration à vos équipes sales. Donc les moyens, on a trouvé qu'il fallait des outils pour mesurer la performance des cycles de vente des sales, notamment l'enregistrement des échanges pour avoir des preuves concrètes pour la prise de conscience. Donc moi RGPD compliant, bien évidemment avec l'autorisation des gens, on est d'accord. Ringover. Et Ringover, bien évidemment. Et puis Lexi aussi, on était plusieurs à utiliser la solution. Avoir des outils pour voir les KPI et les taux de transformation. On est plusieurs aussi à utiliser Notion. Pour avoir une bibliothèque des bonnes pratiques et voir en fait tout écrire pour que justement on puisse avoir des référentiels sur lesquels se baser. Et ça aide aussi beaucoup pour tout ce qui est onboarding des commerciaux parce que dans la tech, vous savez très bien que les uns chassent les commerciaux des autres et c'est vraiment très compliqué de trouver des bons sales et de bien les former. Et donc avoir aussi des bons outils pour l'onboarding des nouveaux commerciaux pour augmenter leur efficacité rapidement avec des exemples concrets et des mots-clés et des process clairs puisque plus vous avez bien défini vos process et mieux vous pourrez former et coacher vos commerciaux et vos managers et vos futurs commerciaux. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup.